Bonsoir, mes chers amis qualiticiennes et qualiticiens, et tout acteur dans le monde du système management du QHSE, et bien sûr tout acteur qui permettent d'avoir des informations, des dispositions opérationnelles concernant la mise en place du système de management. Donc, dans la suite de nos séries de vidéos sur la ISO 9001 version 2015, on va étaler maintenant notre présentation sur le chapitre 7, chapitre 8, 9 et 10 pour présenter les éléments de mise en place du système management de la qualité conformément aux dispositions de la norme, bien sûr ISO 9001 version 2015. Et bien sûr, vous trouvez toujours dans le lien sur notre site HSE tools.com/documentation. Vous pouvez trouver des modèles documentaires, surtout la mise en place de la norme ISO 9001, des modèles de processus, de procédures, d'analyse de risque, bien sûr des guides de mise en place d'autres normes similaires par rapport à cette norme ISO 9001 version 2015 qui est considérée comme une norme high level. Donc les exigences de la partie support, la partie ressources, généralement est constituée de 7.1. 7.11 c'est la généralité, c'est les généralités, mais c'est l'objectif global de ce paragraphe, c'est-à-dire la généralité nous demande d'identifier et fournir les ressources nécessaires à l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour, l'amélioration continue d'un système de management de la qualité. Donc les ressources sont généralement classées sur trois, mais on peut les décortiquer, ressources matérielles, ressources humaines bien sûr, ressources financières, mais on peut ajouter ce qu'on appelle des ressources d'information, c'est-à-dire tout ce qui est support d'information pour la réalisation des tâches, mais aussi les canaux de communication pour communiquer sur les résultats, sur les actions d'amélioration et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on répartit dans l'esprit de la norme ISO 9001 version 2015 l'état de ressources. Donc pour le 7.1.2 qui est les ressources humaines, fournir les ressources humaines nécessaires au fonctionnement efficace du système de management de la qualité, y compris les processus requis, c'est-à-dire les processus de fourniture de ces ressources, même si humains. Donc on va distinguer les deux éléments qui existent en matière de système management de la qualité en général. Donc, on va distinguer deux procédures essentiellement. C'est la procédure formation pour acquérir la compétence via la formation, mais aussi pour acquérir la compétence en mode externe, c'est le recrutement. Donc, et les procédures qui peuvent y être affectées après, c'est tout ce qui est administration personnelle, gestion de carrière, gestion de référentiel, gestion des congés et ainsi de suite. Ça sont ce qu'on appelle des procédures dérivées ou secondaires, selon la possibilité de l'entreprise de les mettre en place ou non. Mais vous trouvez des templates sur Google qui sont très intéressants pour ces procédures et qui sont d'autres standards, ça dépend sur la taille et la complexité de l'activité de l'entreprise. Donc sur ce point toujours, la partie 3 qui est l'infrastructure, déterminer, fournir et maintenir l'infrastructure nécessaire à la mise en œuvre des processus pour obtenir la conformité des produits, c'est-à-dire tout équipement qui rentre dans la réalisation de produits ou de services pour un client. Ce qu'on va facturer, c'est les équipements qui rentrent dans cela. Ce sont ce qu'on appelle les équipements ou les installations stratégiques par rapport à l'entreprise. Donc, y compris les moyens de mesure qu'on va voir à la fin de ce paragraphe qui est euh, les DFM, les dispositifs de mesure, tout ce qui est étalonnage, y compris ces équipements de mesure, parce que c'est eux qui déterminent la conformité de processus après avoir réalisé la production ou la prestation du service via un équipement donné. Bien sûr, c'est le fonctionnement le fonctionnement des équipements et des installations en vue d'avoir une conformité de produit nécessite bien sûr un environnement. Donc, il faut déterminer, il faut maintenir l'environnement de ce système. Donc, la qualité de l'air, la température, l'humidité, tout ce qui est critères qui vont rentrer les plans de nettoyage, plans de lutte contre les nuisibles, tout ce qui est système de nuisance, la maîtrise du système de nuisance en termes d'isolation, que ce soit une isolation thermique, une isolation sonore, et ainsi de suite. Donc, tous ces dispositifs peuvent rentrer dans ce sens
Donc, c'est une ouverture d'intégration par rapport à la norme, que ce soit 14001 en management environnemental ou aussi la 22000 en termes de programme des prérequis. Donc, bien sûr, 7.5, c'est la surveillance. Donc, c'est la gestion des équipements de surveillance et de mesure. Ça, c'est l'étalonnage. Donc, il faut bien établir une procédure dans ce sens et bien sûr conserver la documentation appropriée par rapport à ça. C'est tout ce qui est attestation d'étalonnage ou gestion des étalons, ainsi de suite. Il faut conserver selon la procédure qu'on va voir après, qui est la gestion des informations documentées. Donc là, on va rentrer dans les détails. C'est le détail de la partie ressources. Donc, en termes d'identification, c'est la suite, en fait, en termes d'étalonnage, qu'on a bien sûr spécifié au niveau de la généralité sur le 5.1, ça c'est la suite, c'est-à-dire on va toujours vérifier les étalons par rapport à une référence internationale, qui est le raccord. Il faut se disposer si on sous-traite cette activité, donc c'est-à-dire le fournisseur doit être accrédité selon la branche et qui fournit les éléments par lesquels il a réalisé les prestations d'étalonnage en termes de raccordement par rapport aux références internationales. Maintenant, on va rentrer dans aussi le 6, c'est la gestion des connaissances. Ça, en fait, c'est les référentiels ou les standards, ça rentre dans le cadre normatif et les normes qui gèrent un produit ou les documents, les cahiers de charges, par exemple, en termes de gestion de projet, par rapport à les prestations d'œuvres ou de projets de mise en place d'œuvres ou de projets s'ils sont dans le domaine d'application de l'entreprise. Donc, la gestion des connaissances est très importante par rapport à ces éléments qu'on doit fournir les documents nécessaires et les déterminer d'une manière directe. Le 7.2 qui est les compétences. Donc là, c'est le cœur de la gestion des ressources humaines. L'organisme doit déterminer les compétences nécessaires de là où des personnes effectuent un travail sous contrôle ou un travail a une incidence sur la performance en matière de la qualité, c'est-à-dire sur la satisfaction client, c'est-à-dire sous son contrôle, c'est-à-dire des personnes qui sont recrutées par l'entreprise ou des personnes qui peuvent être sous le contrôle en termes de sous-traitance dans ces éléments. Donc pour cela, il faut s'assurer que les compétences sur la base d'une formation initiale professionnelle ou des expériences appropriées sont mises en œuvre, c'est-à-dire un job description, un système d'évaluation qui dit que cette personne a les compétences par rapport à ça. Si l'on est, on va acquérir ces compétences par la formation, évaluer l'action, l'efficacité des actions, ou bien conserver ces informations documentées comme preuve d'acquisition de compétences. Le second cas, c'est acquérir la compétence par un moyen externe, c'est-à-dire un recrutement. Il faut mesurer l'efficacité du recrutement et bien sûr conserver les informations nécessaires, les informations attestant la réussite ou l'efficacité des actions. Et le troisième cas, c'est la sensibilisation. Si on a un déréglage de compétences qui nécessite des sensibilisations, soit en termes de signalisation, soit des séances de rattrapage, soit des séances de induction par rapport à un travail donné. Ce qu'on a dit, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire s'il y a un décalage de compétences par rapport à l'objectif, une légèreté, ou il y a un risque de non-atteinte d'objectif ou d'insatisfaction client ou de contre-performance qualité, on va pourvoir à la sensibilisation par rapport à ça. Et la sensibilisation peut être sous différents éléments, signalisation, procédures, comme ce peut être des réunions de lancement, des réunions de mise en évaluation de production ou de service ou de projet, comme ça peut être une induction, c'est-à-dire au démarrage d'un projet ou d'une activité par rapport à un objectif donné lié au client. Donc, la partie suivante, c'est la communication. Pour cela, il faut décider une procédure qui nous présente les moyens de communication interne ou externe, soit un plan de communication, soit une procédure qui décrit les étapes de la communication, sur quoi on va communiquer, quel moment c'est la fréquence, avec qui c'est la population cible et comment. Mais on peut pousser le bouchon un peu plus loin et définir l'efficacité de l'action et quels sont la moyenne d'évaluation de cette efficacité de cette communication par rapport à ces éléments. L'information documentée. Donc,
C'est la gestion documentaire, la gestion des documents et des enregistrements, qui était dans la version 2008. Et maintenant, c'est la gestion d'informations documentées qui peut se présenter sur plusieurs formes. Ça peut être le système d'information, des procédures écrites, les supports d'illustration et la signalisation rentrent aussi dans le domaine d'application de la procédure des informations documentées qu'on doit tenir à jour. Parce que tout élément, toute preuve qui atteint la performance de SMQ, de la qualité, de la satisfaction client, de la conformité de notre produit ou service doit être maîtrisé et tenu à jour sur un format sur lequel il y a un contenu précisé et la définition elle est claire, information qui nécessite d'être contrôlée et tenue à jour par un organisme et le format sur lequel elle est contenue. C'est l'information et son support, autrement dit, avec les mesures de maîtrise présentées, des mesures de maîtrise présentées par rapport à ce processus, à ce flux. Donc pour cela, toujours les informations doivent être conservées documenté, bien sûr, que ce soit information, document, procédure ou formulaire rempli ou qui témoigne la preuve de réalisation d'une action. Pour cela, il faut toujours avoir des traces dans ce sens. Et maintenant, on peut bien sûr définir les étapes qui sont liées à ce processus de maîtrise, c'est-à-dire tout ce qui est création et mise à jour. On crée un document ou après son cycle ou un changement au niveau d'une activité, on va le mettre à jour. Sous, selon un événement, des non-conformités, des réclamations clients, qu'il y ait un risque par rapport à ce flux, qu'il y ait un changement de technologie, ou changement d'activité ou diligence réglementaire. Donc, on peut le mettre à jour, on peut le changer et le mettre à jour. Donc, pour cela, il faut s'assurer que l'identification et la description sont, il y a des règles d'identification et de description de documents, le format, bien sûr, et son support, la revue et l'approbation de la pertinence de l'adéquation de ce document entre le contenu et le réalisé, pour dire d'accord qu'on met en place ce document au service. Et après, bien sûr, il y a les modalités de mise à jour et de changement et de mise à jour de ce document. Pour cela, donc, le processus de création, elle doit être bien clair qui crée, qui vérifie, qui approuve ce document, et bien sûr les informations liées à la forme documentaire, tout ce qui est date, versionning, format, index, la liste des validateurs ou la chaîne de cycle de vie de ce document doit être bien sûr très claire. Donc, bien sûr, pour cela, pour qu'on assure que le document il est maîtrisé, donc il faut s'assurer que les versions pertinentes sont disponibles au niveau des lieux de travail. Les informations documentées exigées par la présente norme doivent être maîtrisées toujours pour assurer le caractère d'utilisation adéquat et bien sûr qu'ils sont convenablement protégés par l'organisme pour présenter les preuves de maîtrise de ce processus. Aussi, il faut assurer tout ce qui est distribution, accès, récupération, stockage, protection, lisibilité, historique des modifications, la conservation, élimination, et tout cela il est documenté sous forme de procédure. Dans notre lien à qhctools.com/documentation, vous pouvez trouver un exemple de procédure de gestion documentaire très clair par rapport à ce process. Et je vous invite aussi de voir c'est la vidéo qu'on a postée aujourd'hui sur la GED, c'est-à-dire la méthode de gestion et d'informatique et un système management de la qualité selon une GED open source qui s'appelle Alfresco, donc qui présente pas mal de fonctionnalités qui sont très intéressantes sur cela, mais aussi voir les BPM, les Business Process Management, qui peuvent vous assurer cette fonction d'une manière très simple. Donc, on arrive au chapitre, bien sûr, 8, qui est la maîtrise opérationnelle ou la réalisation des activités opérationnelles et qui, bien sûr, présente tous les éléments de réalisation de la chaîne de la valeur de l'entreprise. Bien sûr, on commence par le 8.1 qui est la planification. Donc, c'est la planification de la procédure de la production et ça va s'étaler sur les critères
relatifs aux produits, les critères pour d'acceptation des produits et des services, les éléments qui déterminent les ressources pour obtenir la conformité relative aux produits ou services, c'est tout ce qui est plan de surveillance et bien sûr euh, la mise en œuvre et la maîtrise du processus conformément aux critères. Donc ça, c'est les procédures opérationnelles pour le processus production. Donc, pour assurer cette planification, il faut bien sûr en tenir compte des enjeux internes et externes identifiés au niveau de 4.1, mais aussi à les risques et les opportunités, puisqu'on va faire une analyse de processus de production de la chaîne de la valeur toute, c'est-à-dire dit près le commercial, marketing, réalisation, stockage, livraison ou les services associés, prestations de services associés à la production, conformément à l'analyse des risques et des opportunités identifiées dans le 6 points de la norme ISO 9001 version 2015, bien sûr. Sur ceci, ce 8.1 ce peut être aussi, mais aussi on va intégrer par rapport au processus externalisé qu'on doit les maîtriser selon la partie achat et approvisionnement qu'on va voir sur le chapitre, sur le paragraphe 8.4 de ce chapitre qui présente un peu qu'on doit maîtriser les processus externalisés et les prestataires externes conformément à ces exigences. Donc, le 8.2, ce n'est que le processus commercial marketing. Donc, on va identifier trois sous-paragraphes. Le premier sous-paragraphe, le 8.2.1, c'est la communication avec les clients. Là, il est demandé de déterminer au niveau des procédures liées au commercial, quelles sont les liaisons, les canaux de communication avec le client, des emails, des fax, des CRM, des méthodes de traitement appropriées, des réunions, c'est-à-dire des réunions de prospection, des réunions de fidélisation, des réunions de suivi des projets, ainsi de suite. C'est les mécanismes de communication sur la satisfaction du client ou, bien sûr, ça c'est en traceback, mais aussi les exigences initiales pour réaliser ce qu'il demande, pour définir les attentes d'une manière opérationnelle par le langage interne de l'entreprise. Le deuxième paragraphe qui est le 8.2, c'est la détermination des exigences. La détermination des exigences, c'est quels sont les documents qui contiennent les informations détaillées. C'est-à-dire que c'est un contrat, c'est un bon de commande, c'est un cahier de charges spécial pour tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est CPS, et ainsi de suite. Et il faut les déterminer d'une manière bien déterminée afin de anticiper tout ce qui est exigence et bien sûr éviter les réclamations ou prévenir les situations de réclamation par rapport à ce paragraphe. Et un CRM peut faire l'affaire de ce paragraphe d'une manière très pertinente. Aussi, le 8.2.3, c'est la revue des exigences. Et là, c'est quels sont les mécanismes qu'on fait. C'est tout ce qui est étude de faisabilité, tout ce qui est calcul de coût de revient, tout ce qui est planification de livraison, planification de commande, pour bien sûr toujours anticiper en cas d'avenant, en cas d'avenant au contrat, en cas d'élément, c'est pas avant de dire que je vais communiquer un délai ou un élément par rapport au client. Est-ce qu'on est la gestion des avenants de contrat ou de modification des exigences des clients par rapport à nos dispositions opérationnelles au sein de la chaîne de la valeur. On a la partie, bien sûr, euh, conception et développement. Donc la conception et développement, comme il était bien sûr déterminé au niveau de la norme ISO 9001 sur la vidéo initiale qui est l'overview de cette norme, c'est les gestions de la conception et développement, quelles sont les étapes en général pour mettre en œuvre un processus de conception et développement. Donc tout ce qui est planification de la conception et développement, c'est-à-dire notre la première partie d'un processus marketing, c'est-à-dire qu'il faut planifier sur une durée, quels sont les éléments qu'il faut déterminer en termes d'évolution des exigences des clients pour planifier des designs, des nouveaux modèles, des éléments si on a un système basé sur IT avec des versionning, avec une évolution par rapport à un marché,
Donc, comment on va bien sûr déterminer ces exigences pour les planifier en termes de éléments finaux de la conception et développement, qui est ce qu'on appelle une planification de petites séries de réalisation d'un certain nombre de problèmes. Aussi, on est aussi une entreprise de services, bien sûr, intégrer de nouveaux services au niveau de notre boîte, et bien sûr, c'est de nouvelles méthodes de gestion projet, qualification des ressources, qualification du matériel ou d'éléments de software avec lesquels on travaille pour qu'on puisse anticiper sur le marché et présenter toujours des produits qui sont évolutifs au niveau de marché. Donc, cette conception et développement doit avoir des éléments d'entrée. Ces éléments d'entrée doivent être mesurable par rapport aux éléments de sortie, c'est en termes objectifs, en termes des exigences légales et réglementaires, besoins internes en ressources, tout ce qui est analyse de risque, marketing, et bien sûr un élément final par rapport à tout ce qui est éléments de sortie de la conception et développement, c'est les éléments de sortie euh, qu'on va voir dans le slide après. Bien sûr, la maîtrise de la conception et développement, c'est-à-dire il y a des étapes. On va revoir la conception des développements par rapport aux résultats attendus, par rapport aux objectifs, des activités de vérification. Donc la vérification, c'est la phase recette de chaque étape. C'est de la gestion projet, c'est-à-dire je vous invite bien sûr à voir les guides agiles, les guides PMP pour voir un peu la gestion projet, les étapes de validation pour passer à la mise en prod ou passer à la phase recette et aussi à la phase post-prod de la gestion de ce projet, que ce soit marketing, production, informatique et ainsi de suite. Bien sûr, les éléments de sortie, c'est par rapport aux exigences d'entrée, par rapport aux références et surveillance avec notre plan de surveillance, par rapport à nos points de validation, et il faut s'assurer qu'elles sont réalisables par rapport à l'usage prévu et l'utilisation appropriée en toute sécurité, que ce soit de produits ou de prestations de services. Quand je dis sécurité, c'est global, que ce soit pour le service, pour le client, pour l'entreprise, pour le risk management, le risk business de l'entreprise aussi qui est afférent à cette phase. Bien sûr, tout ce qui est modification, il faut d'avoir disposé d'éléments de modification des objectifs de la conception et développement. Et c'est pourquoi je vous ai invité à avoir la démarche agile, parce qu'elle présente des mécanismes de modification par rapport au budget, par rapport aux objectifs, par rapport aux ressources, état de ressources afférents à cette gestion de projet, et permettent cette facilité de modifier cela si on n'a pas un impact sur l'objectif final de la conception et développement ou par rapport à des exigences légales et réglementaires et autres. Donc, bien sûr, on arrive au 8.4. Le 8.4, c'est principalement la gestion des sous-traitants, des prestataires externes, c'est la gestion des approvisionnements ou des achats. Pour cela, les produits et services fournis par des prestataires externes en vue de leur intégration dans le propre produit et service de l'organisme doit être maîtrisé, parce que ça, c'est une co-traitance d'une activité, une sous-traitance d'une activité par rapport à un caractère d'approvisionnement stratégique. Les produits et services sont fournis directement aux clients par les prestataires externes pour le compte de l'organisme. Ça, c'est de la sous-traitance. Et une partie du processus a été réalisée par un prestataire externe, c'est la partie externalisation. Donc, tous ces trois types d'activités doivent être maîtrisés selon les exigences de la présente norme et qui présentent un terme de maîtrise, soit on va voir, concernant l'étendue et la maîtrise de ces éléments par rapport à l'impact potentiel des processus produits et services fournis par les prestataires externes sur l'activité de l'organisme interne. C'est en fait la gestion, bien sûr, détaillée d'un cahier de charge, c'est-à-dire je dois me présenter un cahier de charge à ce fournisseur bien clair qui caractérise le produit ou la partie et l'étendue de la maîtrise par rapport à ma sous-traitance chez ce prestataire externe. Bien sûr, on peut aller au-delà. C'est là où je vous invite à voir la partie audit fournisseur dans le domaine automobile qui présente un degré
un degré évolué en termes de gestion des fournisseurs, mais aussi on peut bien sûr maîtriser d'une partie initiale sur la base d'une sélection, l'établissement d'un référentiel de fournisseurs basé sur un questionnaire de sélection qui va vous présenter des informations sur son état de solvabilité, sur ses références, sur ses prestations, sur la qualification de son personnel pour assurer son aptitude, que ce soit financière, organisationnelle ou sur le plan de compétences qu'il peut vous donner un produit sûr, une prestation de service sûr qui n'a pas d'atteinte, qui n'a pas d'atteinte sur la satisfaction client finale par rapport à l'entreprise. Bien sûr, l'organisme doit bien sûr établir et mettre en œuvre une vérification ou d'autres activités nécessaires, que ce soit un audit fournisseur, comme aussi ce soit une évaluation de fournisseur, soit sur des prestations ponctuelles, soit une réévaluation globale pour permettre d'avoir un référentiel toujours fournisseur dynamique et qui présente des indicateurs nécessaires à l'évaluation globale et qui n'a pas bien sûr d'atteinte sur la satisfaction du client, bien sûr que le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, pour cela, le processus doit être établi entre trois parties: identification des fournisseurs référentiels, communication sur le produit acheté ou la prestation achetée, bien sûr, la évaluation et la réévaluation. Parce que le référentiel va nous permettre de sélectionner les fournisseurs qui ont une capacité de traiter nos exigences. L'identification de produits, c'est tout ce qui est sorte d'informations, les informations sur le produit acheté qui vont être communiquées au fournisseur d'une manière détaillée pour réaliser la prestation. Et l'évaluation et la réévaluation permettent aussi de maîtriser et d'avoir un référentiel dynamique et toujours maîtriser cette partie de processus euh, achat. Donc, ce qu'on a dit, c'est l'information à l'attention, c'est l'information par rapport aux produits, aux prestations, à la gestion de projet, à la compétence, à la qualification, à la maîtrise de l'activité de l'organisme, conformément à nos règles d'organisation interne qu'on va voir dans le 8.5 qui sont les mêmes, c'est-à-dire les mêmes degrés de maîtrise que je vais appliquer sur moi-même, je dois l'appliquer sur les fournisseurs qui ont un impact direct sur ma production aux prestations du service. Donc, c'est le 8.5, donc la maîtrise de la production et la prestation du service. Donc, cela, c'est la fiche de processus réalisation en lui-même, en dehors du commercial, en dehors d'approvisionnement ou de sous-traitance ou de co-traitance ou d'externalisation, ou d'externalisation par rapport à c'est la fiche qu'il va présenter tous les éléments nécessaires, les objectifs, les activités, les procédures, le système de surveillance et bien sûr les indicateurs de performance liés à ce processus, sachant que l'analyse de risque elle est préétablement établie dans le partie 6.1 qu'on peut ici établir et l'intégrer dans cette fiche processus. Donc la maîtrise de la production, c'est des conditions que doivent comprendre, c'est la maîtrise de l'infrastructure, la disponibilité de l'utilisation, la disponibilité des équipements comme éléments d'interaction entre le processus production-réalisation et le processus maintenance qu'on a identifié dans la partie support, la validation périodique en cas d'éléments, c'est-à-dire la revue des critères de contrôle et des critères de validation de notre production aux prestations de services par rapport aux dispositions liées aux clients et aux commandes clients. Bien sûr, les activités de libération des produits en cas de stockage ou en cas de gestion de projet, c'est-à-dire la phase de recette, la phase recettage de ce projet ou la phase contrôle final qui atteste que l'œuvre ou le produit ou la prestation du service est livré au client. Donc pour cela, pour assurer ça, il faut un système d'identification de traçabilité. On identifie l'état de production ou l'état de projet ou l'état par rapport à des exigences clients, mais la traçabilité, c'est le référençage sur lequel on peut tracer l'historique du produit par rapport aux matières premières, par rapport aux intervenants, par rapport aux personnes qui ont libéré le produit. C'est le dossier production, que ce soit de produit, que ce soit de la prestation de service ou de l'œuvre ou de projet.
Bien sûr, la propriété de client ou de prestataire externe, c'est-à-dire si on travaille avec des éléments liés au prestataire externe ou des éléments de client, c'est-à-dire par exemple des activités de maintenance ou des activités de stockage de produits, on doit plus ou moins identifier cette propriété, la protéger, analyser le risque d'endommagement et s'il y a une perte d'endommagement minimum, on doit communiquer ou notifier le client ou le prestataire externe par rapport au constat et bien sûr par rapport aux actions qu'on doit faire après euh, ces éléments. Bien sûr, la préservation, donc tout ce qui est activité, que ce soit de stockage en matière première, en cours ou produit fini, doit être établi c'est la gestion de stock. C'est la procédure de gestion de stock initiale que vous pouvez de manière standard la trouver et l'adapter par rapport à votre activité. Bien sûr, les activités après livraison, ça c'est les services après-vente, c'est-à-dire les risques liés aux produits et services après-vente en termes de transport ou en termes de utilisation de produits dans des conditions non appropriées, les retours d'informations, les exigences légales réglementaires, tout ce qui est garantie, par exemple dans le domaine immobilier, les garanties, les tertiaires et ainsi de suite d'usage ou de dégradation précoce de l'ouvrage ou d'éléments, ça nécessite des procédures qui doivent être détaillées pour maîtriser cet aspect d'activité après livraison. Donc la maîtrise des modifications, tous ces processus qu'on a identifiés, que ce soit la partie commerciale, marketing, gestion de projet, approvisionnement, gestion des sous-traitants, des fournisseurs, production opérationnelle, stockage, préservation de produits, toutes les modifications qui peuvent y affecter, on doit identifier ces modifications, les maîtriser, les planifier, ce plan de gestion de projet ou émanant d'un plan d'action détaillé et les informations doivent être conservées bien sûr, ainsi que tous les paragraphes qu'on a vus, c'est des documents qu'on doit conserver selon la partie gestion des informations documentées. Donc la libération des produits, c'est tout ce qui est activité de contrôle qualité, c'est contrôle final, on doit identifier les dispositions, bien sûr, et les personnes qui ont l'autorité compétente pour libérer le produit pour son usage prévu par rapport à ces activités. Donc, et sur ce paragraphe, on va passer à la maîtrise des éléments de sortie non conformes parce que la libération de produits va donner soit des produits conformes qui peuvent être livrés aux clients, soit le cas échéant des produits non conformes. Ces produits non conformes peuvent s'étaler des achats de la matière première, c'est-à-dire les matières premières, on doit la retourner au fournisseur ou il y a d'autres dispositions qu'on doit mettre en œuvre selon le contrat qui nous lie avec le fournisseur, soit à la production en cours de production ou euh, contrôle final en cours de production, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des activités de recyclage, de retouche, d'acceptation par dérogation de ce produit ou de compte de produit final. Il y a aussi la même chose, il y a une activité de recyclage ou de retouche, on doit le recontrôler aussi et identifier la personne qui a fait le contrôle de la libération de ce produit par cette étape pour qu'elle être livré au client ou le cas échéant, c'est le client qui accepte par dérogation ce produit final ou la décision finale, c'est le rebuté. Donc cela c'est une procédure de gestion des déchets ou des rebuts doit être mis en place dans ce sens. Bien sûr, on doit l'identifier même s'il est chez le client, c'est-à-dire au cours de transport ou chez le client en cours de transport, en cours de livraison ou en cours de transport, il a été livré au client. On doit identifier cette situation et quelles sont les actions nécessaires qu'on va faire, que ce soit pas accepté par la dérogation, soit le rebuter et le changer via le client. Et bien sûr, il y a d'autres dispositions qui peuvent être y affectées, c'est-à-dire une étude d'impact sur le stock qu'on a. Est-ce qu'elle a les mêmes qualités que le produit qu'on va rebuter ou si on va faire des actions de recyclage, c'est une étude d'impact production qui doit être étalée sur un intervalle pour limiter ces éléments et bien sûr, endommager le client pour traiter d'une manière directe ou d'une manière élémentaire sa réclamation. La partie évaluation des performances, c'est le chapitre 9.
Donc, les performances, généralement, elles sont d'ordre une évaluation globale basée sur l'évaluation de la satisfaction client, une évaluation des processus basée sur les indicateurs et des procédures opérationnelles de production, des indicateurs de contrôle qualité, une évaluation des performances liées à la réalisation des procédures via les audits, et bien sûr une évaluation globale de tout le système management de la qualité, c'est la revue de direction. Ces éléments ils vont générer des actions qu'on va voir dans le chapitre 10, donc qui est très présente par rapport à ces éléments. Donc le premier élément c'est la satisfaction client. On a différentes autres méthodes, que ce soit les enquêtes, que ce soit les indicateurs, c'est-à-dire les réclamations par rapport au chiffre d'affaires, l'impact des réclamations, la perte chiffre d'affaires suite aux réclamations, les clients qui désistent par rapport à nos prestations de services et ainsi de suite. Donc on peut même étaler sur ces éléments des indicateurs ainsi. Donc l'analyse et l'évaluation, c'est une analyse et évaluation que c'est basé sur les indicateurs par rapport au processus, mais aussi ça peut être des méthodes de contrôle qualité qui assurent ces critères pour démontrer la conformité des produits. Donc c'est la contrôle qualité, évaluer la satisfaction client qu'on peut être un indicateur lié au processus commercial. L'efficacité du système, ça peut être un audit, démontrer la planification, la mise en œuvre avec succès des ressources et le taux de réalisation des objectifs. La performance des processus, c'est les indicateurs, les KPIs, les indicateurs clés par processus et ainsi de suite. L'évaluation des fournisseurs comme élément d'analyse aussi. On peut avoir la réalisation des actions liées aux opportunités ou pour voir l'impact sur le chiffre d'affaires, l'impact sur l'organisation aussi, par des indicateurs opérationnels, la liaison des indicateurs opérationnels au plan de réalisation des actions suite ou risques et aux opportunités constituant aussi un élément d'évaluation système. Donc, quand qui dit système dit audit interne. Donc, c'est une procédure standard qu'il faut présenter pour démontrer que les exigences sont satisfaites, qu'ils sont conformes à la présente norme et qu'ils sont bien sûr, il y a un système de mise à jour qui est opérationnel au niveau du système. Pour cela, on doit planifier, c'est-à-dire établir un programme, le réaliser par le biais des plans d'audit et bien sûr des ressources qualifiées. Donc, qui dit responsabilité, des ressources qualifiées. Euh, et bien sûr, on doit avoir un élément final. L'élément final, c'est le rapport. Et suite à ce rapport, on va générer des actions. Et les actions doivent être traitées sans délai indu au niveau de la procédure de l'audit. Donc, ces actions sans délai indu doivent être mises en place. C'est les corrections, les actions correctives, s'ils citent un deadline, il faut le définir avec l'état de ressources nécessaires et bien sûr conserver ces éléments comme preuve d'audit au niveau du système de management de la qualité. Et bien sûr, on arrive à la revue de direction qui est à intervalle planifié. Peu importe les mécanismes, ça peut être une réunion, comme ça peut être, mais l'essentiel que on doit avoir la preuve qu'on a réalisé cette revue de direction. La preuve, bien sûr, doit présenter les éléments d'entrée qu'on connaît, et bien sûr les éléments de sortie, c'est des opportunités d'amélioration, c'est un plan d'action, un éventuel changement sur le système de management de la qualité, y compris les besoins en ressources. C'est-à-dire il y a une gestion, on peut avoir un indicateur de budget plein, de budget, un nouveau budget par rapport à la réalisation du système, mais aussi il faut bien sûr présenter l'ensemble sous forme de plan d'action avec la définition des moyens qu'on doit mettre en œuvre. L'ensemble est conservé sous forme d'informations documentées conformément aux dispositions de paragraphe 7.5 de la norme ISO 9001 version 2015. Bien sûr, la dernière partie, c'est l'amélioration. L'amélioration directement, c'est la génération de plans d'action, c'est-à-dire les opportunités d'amélioration, c'est-à-dire entreprendre les actions nécessaires pour satisfaire les exigences, bien sûr, du client et les exigences en interne. Bien sûr, là, qui vont porter sur quoi? Porter sur les processus pour prévenir les non-conformités. Donc, ça, c'est faire refaire à l'analyse de risque et les opportunités, les enjeux internes et externes.
L'amélioration des produits CRFix, bien sûr, c'est la gestion opérationnelle qu'on peut avoir soit par l'analyse du risque, soit par le recueil des non-conformités identifiées au niveau de 5.7, 8, 8.7 la maîtrise des sorties non conformes, et bien sûr les résultats du système management de la qualité, que ce soit la partie analyse de satisfaction client, redirection et bien sûr la gestion de ces audits. Donc, pour cela, il faut bien sûr tout ce qui est associé caractère non-conformité action corrective. Donc, tout ce qui est risque et opportunité sont liés d'un point sur le plan potentiel, mais tout ce qui est non-conformité réelle sont liés à des actions correctives. Pour cela, il faut bien pour la maîtriser. Pour bien maîtriser les réclamations, il faut passer par un certain nombre d'étapes, c'est-à-dire un examen de la non-conformité, c'est-à-dire une revue, une recherche d'analyse et une recherche et une analyse des causes, ça peut être les 5 pourquoi, les 5 M, ainsi de suite. Lier nos conformités similaires s'il existe ou potentielles, mettre en œuvre toutes les actions requises, examiner l'efficacité de toute action bien sûr et modifier le système management de la qualité. Quand on touche une cause profonde, qu'il faut changer la procédure ou la méthode de faire pour améliorer le système management de la qualité. Ça, c'est le processus pour mener éléments. Mais aussi, il faut mettre à jour les enjeux internes et externes et bien sûr mettre à jour tout ce qui est l'analyse de risques et opportunités pour voir est-ce qu'on a traité cet aspect ou non. Bien sûr, ça constitue en fait le principe de l'amélioration continue et pour cela, on doit prendre en compte les éléments de sortie de l'analyse d'évaluation de ce qu'on a fait pour la partie élémentaire, mais aussi de la revue de direction parce qu'elle va traiter tout le système de management de la qualité. Et bien sûr, il va traiter un certain nombre de critères de performance puisqu'il y a la revue des enjeux internes externes, les risques et opportunités, les objectifs, la politique qui constitue une méthode globalement pour instaurer une amélioration dans le système management de la qualité. Bien sûr, merci de votre attention. Vous pouvez trouver toutes les informations pour cela ou des procédures modèles sur notre plateforme qhstools.com/documentation, mais aussi si vous avez un commentaire ou des requêtes spécifiques pour un contenu spécifique ou si vous voulez des types de documents spécifiques par rapport à ce qu'on a vu au niveau de la norme ISO 9001 version 2015 ou autres standards aux normes ISO certifiables, vous pouvez nous le laisser sur vos commentaires et on va répondre à vos requêtes. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.